Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine Lefort, éditrice indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec l'éditeur, directeur artistique et photographe Benoît Pelletier. Bonjour Benoît. Bonjour Marine. Nous sommes accueillis dans le studio du Quai de la Photo, donc merci à eux. Et le Quai de la Photo, c'est une péniche à Paris avec une programmation d'expo photo, événements et avec un espace resto et bar. Et aujourd'hui, il pleut, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, de houle ou de pluie. Et avant de commencer, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Antoine Zabajeski, qui est l'auteur de la newsletter photographe minimaliste, qui m'avait conseillé qu'on se rencontre. Je suivais ton travail depuis quelques temps, mais je t'avais pas encore rencontré. Donc merci à Antoine pour cette recommandation. Benoît, tu as plusieurs casquettes. Donc tu es éditeur du magazine Process et tu as une maison d'édition du même nom. Tu es directeur artistique et dans ce cadre, tu conçois et coordonnes des livres, des objets éditoriaux et des identités visuelles, en particulier pour le milieu de la culture et des industries créatives, et tu es photographe. Dans cet échange, comme ce que je te disais, je souhaiterais qu'on parle principalement de tes projets en édition, en tant qu'éditeur et en tant que directeur artistique. Je souhaite vraiment qu'on puisse revenir sur la genèse de ta maison d'édition, sur les projets, mais aussi sur les difficultés que tu as pu rencontrer, sur les évolutions passées, présentes, futures. On a un beau programme devant nous. Pour commencer notre entretien, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui étaient proches de la culture ou des images? Alors, il n'y avait pas des gens qui étaient proches de la culture ou qui pratiquaient quelque chose en particulier. Moi, j'ai un milieu. Mon père était directeur régional d'une administration de l'État. Et ma mère était prof. Mon père n'était pas particulièrement versé. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, mais c'est pas quelqu'un qui pratiquait la culture, contrairement à ma mère, qui la pratique toujours, qui a toujours été très curieuse et gourmande. C'est le genre de personne qui est abonnée à tous les théâtre de sa ville et qui fait toutes les expos. Par rapport à la culture, moi j'ai toujours un peu baigné là-dedans par goût perso, quoi. Par rapport à l'image, mon père a fait de la photo et je me souviens qu'il avait installé son labo qui était pas loin de ma chambre. Je passais des journées avec lui à regarder ça, mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait donné l'envie. C'était juste une activité que je faisais avec lui, je le regardais faire, mais c'est pas ça qui m'a donné l'envie. Je pense que l'envie il est venue plus tard, de façon un peu inattendue, assez tardivement en fait. Je pense que dans cette famille-là, j'étais pas particulièrement dans une situation où on m'a invité à faire du dessin ou à faire des arts plastiques. Voilà, il y avait une situation d'éveil par rapport à la chose culturelle, mais pas plus que ça. Mais c'est un jour j'ai réalisé en fait que le point commun entre tous les trucs qui m'intéressaient, c'était la création, c'était d'inventer des choses, et que ça c'était un truc qui me faisait vraiment plaisir. Voilà, et donc j'ai réalisé ça assez tard, c'est venu presque comme un flash en fait quand je révisais mon bac, et je me suis dit mais oui, bien sûr, c'est ça en fait mon truc, sauf que je ne sais, à part inventer des trucs, avoir quelques idées de temps en temps, pas dans un domaine particulier en plus, je sais pas faire quelque chose de particulier. Donc je faisais pas de dessin, je faisais pas de choses comme ça. Donc je me suis demandé pendant très longtemps ce que j'allais pouvoir faire, et j'étais déjà emmanché dans mes études de droit. Dans quelle ville? À Reims. Et donc j'ai poursuivi mes études. Je sais pas jusqu'où tu veux que je raconte le truc. Oui, si, allons-y. J'ai poursuivi mes études jusqu'à la fin. Donc j'ai un 2SS en droit public, qui correspond à un master 2 en droit public aujourd'hui. Dès la fin de mes études, je sais pas comment le résumer, mais j'ai organisé différents événements dans lesquels je me suis assez investi, et puis j'ai rencontré
C'est celui qui allait devenir l'associé de ma première société. Et on a créé cette société qui s'est bâtie autour de lui, autour de son réseau. C'est quelqu'un qui avait une vingtaine d'années de plus que moi et qui était un organisateur très identifié dans le milieu de la culture, d'événements culturels, de festivals, autour de la musique classique. Il y avait un gros réseau autour d'artistes, de musiciens, et on a créé cette boîte autour de ça. Et donc moi j'étais un peu le candide là-dedans qui l'accompagnait. Je me suis mis à son service en fait. Je lui ai dit moi je vous propose de bosser pour vous. Il m'a dit non. Il a observé 2-3 trucs que je faisais et il m'a dit non on va plutôt créer une boîte ensemble. Partant vraiment de rien. Et puis très vite on a créé des événements. On des concerts du coup. Alors des concerts, des petits festivals, même des plus gros. On a fait des études pour le ministère de la Culture. On a fait et puis on était aussi agent d'artistes. Et donc, il connaissait des très grands artistes classiques. Je pense à Pierre Entaille, qui est un claveciniste. Voilà, on était dans le milieu de la musique classique, qui n'était pas du tout un milieu que moi je connaissais particulièrement. Mais très vite, je me suis senti un petit peu à l'étroit. Enfin, j'étais un peu son assistant en fait, même si on était associés. J'ai remarqué un truc, c'est que on accompagnait souvent les artistes dans les théâtres ou dans les lieux dans lesquels ils jouaient. Et un jour, je lui ai dit, mais moi, ça commence à me passionner, en fait, de les accompagner. Mais en revanche, j'ai remarqué que j'ai l'impression d'avoir une vision de ce qu'on pourrait proposer à ces théâtres et à ces lieux-là. En termes de communication, en termes d'image, en termes d'identité. Et je lui ai proposé qu'on s'essaye en fait à ce jeu, quoi. Mais évidemment, je n'ai aucune formation, j'avais jamais fait ça particulièrement. Alors c'est un mec plutôt aventureux, donc il me dit bah écoute, essayons. Donc on a acheté un ordinateur qui était un peu fait pour, il y avait des logiciels craqués, j'ai un peu commencé à bidouiller. Et il y a un moment un peu fondateur, c'est qu'au bout de quelques mois, il y a un lieu de la ville de Reims qui a changé de directeur, qui était la scène nationale du manège. Donc les scènes nationales, je sais pas si tu vois ce que c'est des lieux qui sont labellisés par le ministère de la Culture, t'en as à peu près 70 en France. Et je me suis dit c'est l'occasion d'aller confronter ce que j'ai pu imaginer, les travaux que j'avais commencé à faire avec le réel en fait, tout simplement quoi. J'ai pu avoir un entretien avec eux, ça je sais pas comment, je me souviens plus. Et puis je leur ai proposé 10 affiches que j'avais réalisées à partir de vrais événements. Mais comme j'avais vraiment aucune référence, je leur ai dit il y en a des vraies, il y en a des fausses, voilà. Et en fait, elles étaient absolument toutes fausses. Et j'ai un peu bluffé. Et ça les a intéressés. Ils ont organisé une compétition qui était très rapide parce qu'ils étaient un peu en retard dans leur timing. Genre on était le 1er juillet et la saison ça devait commencer le 1er septembre, toi, c'était aussi court que ça. Et j'avais 10 jours et puis ça fait partie de ces moments dans la vie où tu sens que le truc ne peut pas t'échapper contre toute raison, voilà. Donc j'ai bossé jour et nuit pour donner à voir ce que ça m'inspirait, la vision que ça m'a donné. Et puis d'une part j'ai pu mettre sur le papier la vision de la chose graphique, de la façon dont les choses allaient se comporter. Et ça a été aussi un autre truc fondateur parce que ça m'a permis de réaliser tout de suite, de faire des images dont j'avais besoin, que je savais absolument pas où trouver, et donc je les ai fabriquées avec mon petit appareil photo que j'avais eu depuis quelque temps, avec lequel je m'essaye un petit peu. Et du coup, j'ai vraiment démarré en même temps et l'identité visuelle et la photo. Et ces deux choses ensuite se sont développées ensemble, mais aussi séparément, enfin, en tout cas avec autonomie, quoi. Donc j'ai présenté ça et puis, c'est un moment un peu magique. Ils sont même pas réunis, ils m'ont dit bon, mais c'est vous. Je suis rentré, j'étais le petit truc et je suis ressorti, j'avais gagné le marché et ça a changé beaucoup de choses évidemment. Donc la première année, j'ai appris mon métier parce que je savais rien faire. Je savais pas. Du coup, t'as fait toutes les affiches de tous les documents. Il y avait énormément de documents. Ils ont pris un risque dingue parce que c'était un lieu qui était très observé par le ministère de la Culture parce que c'était un lieu qui était dirigé par une femme. Il y en avait très peu à l'époque. Stéphanie Aubin. C'était une chorégraphe. C'était une des premières fois qu'il y avait une chorégraphe qui dirigeait un lieu labellisé comme ça. Et aussi parce que alors il y en avait déjà, je pense, à l'époque, mais c'était aussi un lieu qui était dirigé par un artiste. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. C'était des lieux qui étaient souvent dirigés par des administrateurs. Donc très observé, et ils m'ont filé ça à moi, qui sortait nulle part. Et voilà, mais ils ont un peu misé sur l'envie que j'avais, je pense, et sur l'enthousiasme que je mettais dans la chose. Puis la deuxième année, j'ai eu des one shots. Des commandes en plus que les gens avaient vu un peu ça. Et tu continues en parallèle avec
avec l'agence plus de oui, spectacle alors événementiel. on continue en parallèle, parallèle, mais au bout de quelques mois, quelques années, l'activité que j'ai développée, que je suis en train de te décrire, c'est assez vite développé en fait, et ça a pris un volume beaucoup plus important que ce qu'on faisait avant. Et la 3e année, il a fallu que j'embauche des gens. Position délicate, puisque moi je faisais ça depuis 2 ans et j'ai embauché des gens qui eux-mêmes avaient fait 5 ans d'études dans le design, qui avaient, enfin bref. Donc c'était pas évident parce que je savais pas ce que je savais par rapport à eux. Et a priori, je savais que j'en savais moins qu'eux. Mais c'est ma vision que j'avais vendue. Voilà. Moins scolaire peut-être, mais en tout cas. Ouais. Je suis vraiment l'autodidacte dans toute sa splendeur, quoi, avec les avantages et les défauts. Voilà. Après, t'as eu d'autres, t'as fait des identités visuelles pour d'autres lieux. Le truc s'est un peu développé gentiment. Puis 3 ans plus tard, on a eu une année un peu clé où on a gagné plusieurs gros marchés d'un coup. Et là, il a fallu que j'embauche du monde. Les gros marchés en question, c'était, par exemple, on a gagné l'Opéra National du Rhin, qui est un des 5 opéras nationaux. Donc là, c'est vraiment des très grosses structures. Souvent, les services de com dans les lieux culturels. Alors, on bossait quasiment que pour des lieux culturels. Et souvent, les services de com dans les lieux culturels, c'est 1, 2, 3 personnes. Là, ils étaient au moins avec les services des publics, ils étaient au moins une dizaine. C'était vraiment une très très grosse structure. Beaucoup d'exigences. On faisait pour donner une idée, on faisait des programmes de salle. Les programmes de salle, c'est les documents qui sont donnés à chaque spectacle. Là, il y avait peut-être 20 ou 25 spectacles dans l'année, et le programme de salle, c'était un bouquin de 80 pages. Donc, c'était un volume de travail qui était énorme. Mais là, on était beaucoup plus nombreux, et donc, dans cette société, on a été jusqu'à 7-8 en fixe, mais avec les stagiaires, avec les gens qui passent, avec les spécialistes, ça fait un volume à peu près une dizaine de personnes. Donc, une dizaine de personnes uniquement dans le secteur culturel, qui est un secteur qui, pour les gens qui connaissent, est moins doté en fait que pour un travail équivalent hors du secteur culturel. Et je crois que c'est pas en train de s'arranger. Là, tu nous parles au bout de 3 ans et les années là, qu'on suivi. Là, on est au bout de 6 ans. Après, ça continue à se développer. On a eu jusqu'à 40 structures à s'occuper une saison. Donc, chaque structure, on faisait tout. Oh là là. C'était vraiment le pic. Et là, c'était un peu trop, en fait. Et c'est que des appels d'offres? Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher ce genre de structure? Il y a un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres qui sont vraiment des appels d'offres au sens officiel du terme. C'est des marchés publics. Ça, on essaie d'en faire le moins possible parce que c'est un investissement fou et c'est une tannée puisque le truc est très anonymisé par définition et donc c'est vraiment un coup de poker, quoi. Donc il y a ça, il y a des gens qui viennent vous voir en direct, mais souvent ils sont contraints de faire des consultations, c'est-à-dire que ils sont obligés de mettre en concurrence des gens parce que eux-mêmes, mais c'est pas dans le cadre d'un marché public, ils sont obligés de dire bah voilà, j'ai demandé 3 devis, ils sont obligés de dire à leur tutelle j'ai demandé 3 devis. Après, il y a des solutions un peu intermédiaires, ce qui fait qu'il y a des gens qui font des marchés publics et qui viennent voir en disant on voudrait que vous participiez au marché. Alors normalement, c'est toi qui suis le fait que ça soit ouvert en suivant les publications là où sont publiées les offres. Et puis, il y a des trucs qui sont plus négociés. Il y a un peu toutes les solutions. Mais il y a toujours un moment où, et c'est un peu un des problèmes de ce travail, en l'occurrence de graphiste ou de directeur artistique, c'est que on t'invite souvent à faire des projets pour être choisi, mais qui ne sont eux-mêmes pas rémunérés. Donc il y a une part de risque et de grosses pertes de temps. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps à sentir le fait de savoir si on avait vraiment nos chances. Et donc je ne participais qu'aux consultations où je sentais qu'on avait vraiment des chances. Le pire étant quand tu ne renifles pas le fait que t'es lièvre. Alors, ce que j'appelle être lièvre, c'est quand une structure veut placer quelqu'un, mais qu'il a besoin d'un concurrent un peu valable en face, et donc on t'invite à participer, mais en fait tu comprends après coup qu'en fait t'avais aucune chance, que voilà, ça c'est l'horreur, parce que t'as perdu un temps fou, et en plus tu peux toujours te dire moi je tente et puis si je l'ai pas c'est pas grave, mais en fait moi ça m'affectait toujours parce que c'est un vrai investissement personnel en fait. Non, mais c'est intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, je pense que c'est un mix, comme ce que tu disais, d'appels d'offres et de liens aussi qui ont pu être noués avec des agences avec qui on fait appel régulièrement. Et donc, du coup, parfois, on doit faire l'appel d'offres public, ou en tout cas faire une mise en concurrence, mais en fait, c'est déjà effectivement
courait d'avance, quoi. Enfin, en tout cas, alors, c'est pas systématique, hein, faut pas être complètement cynique ou sombre, mais il y a des fois où, en même temps, ça peut être aussi naturel, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la position inverse. Il y a des structures qui ont envie de travailler avec tel ou tel parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils aiment leur travail, parce qu'ils ont déjà travaillé avec eux, mais ils sont contraints par le mécanisme de dépense d'argent qui est souvent public, et c'est bien normal de trouver des concurrences. Donc du coup, ils essayent d'orienter un peu les choses. Sincèrement, j'en veux pas aux gens. Je dis pas qu'il y a un truc un peu malsain, mais en revanche, quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on va répondre, on a trop de travail pour perdre son temps à faire un projet qui va servir à rien, en fait. Voilà. Et le magazine Process, il a été pensé pendant cette période aussi, le fait d'avoir son propre support. Alors pas exactement. Il a été. Alors déjà, moi moi je suis un passionné de tous ces trucs-là, les livres, le papier, l'image, les magazines. Je collectionne les magazines depuis toujours internationaux. Ce qui fait le malheur des déménageurs quand ça arrive qu'on déménage. Donc c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Et puis j'ai toujours eu un peu l'idée de faire ce genre de truc, un peu comme un truc un peu, je sais pas comment dire, un peu ultime pour le plaisir de faire ça. J'ai eu l'occasion d'en designer en fait pour d'autres éditeurs, une fois ou deux, et notamment une fois où j'ai vraiment vu le truc un peu de l'intérieur, et puis ça m'a donné plein d'idées que j'avais proposées d'ailleurs en disant mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis voilà, ça n'a pas forcément été suivi. Je m'étais dit bon, le jour où moi je le ferai, parce que je m'étais dit qu'un jour je le ferai, je pense que j'appliquerai toutes ces petites idées là. Et puis ça tient aussi à autre chose, c'est que moi je me sens plus directeur artistique. Alors c'est une question de vocabulaire, on sait pas toujours ce que ça recouvre, que vraiment graphiste. D'abord parce que moi j'ai pas une formation de graphisme, même si j'ai appris à le faire. Mais ce que je mets dans le vocabulaire directeur artistique, c'est plutôt le fait d'avoir une vision globale et il m'arrive parfois d'intervenir dans des formations ou de venir témoigner un peu de ce que c'est que ces métiers-là. Et je dis toujours que, à mon sens, en tout cas ça a été possible pour moi, ce qui compte c'est la vision. C'est le fait d'avoir une vision de ce qu'on veut faire passer comme goût. Et je dis toujours que l'identité visuelle, c'est un peu le goût qui reste quand on n'a plus les documents, quand on n'a plus les affiches, quand on n'a plus le livre sous les yeux. Et du coup, il y a un truc que je faisais souvent, c'est que les directeurs de lieux culturels, quand ils viennent nous trouver pour nous proposer de travailler pour eux ou nous proposer de participer à une compétition, il y a un truc qui est un peu récurrent dans ce milieu-là, c'est que souvent ils viennent vous voir en disant, en tout cas c'était le cas à l'époque, en vous disant, écoutez, j'adore ce que vous faites. C'est le terme qui est effectivement malgré le fait qu'il est un peu galvaudé, qui est souvent dit. Et j'adore ce que vous faites. J'aimerais beaucoup que vous travailliez pour nous ou que vous participez à une compétition. Et moi, ma réponse était toujours OK. Qu'est-ce qu'on raconte? Et alors là, la personne en face, souvent, c'est pas forcément ce qu'ils veulent raconter. Et donc, ça faisait un peu partie de mon approche. Enfin, ça le fait toujours d'ailleurs. Mais je parle à l'époque où je faisais vraiment que ça, je le faisais beaucoup, de les faire un peu accoucher de leur truc en fait, d'essayer de comprendre en fait ce que la structure avait de particulier, ce qu'elle avait à dire, qu'allait être saillant, par rapport à ce que je savais que ce à quoi le public allait être sensible. Et donc je réfléchissais un petit peu à ça et quelque sorte je m'auto-briefais. Et seulement à partir de ce brief, de cet échange, je me disais, ah oui, alors on pourrait essayer de raconter tel truc. Et par rapport à ce que vous avez déjà fait, et le fait que vous voulez une inflexion, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une évolution, on pourrait faire tel truc. Et dans tel truc, il y a concevoir tel type de design, concevoir, avoir telle approche, faire appel à tel illustrateur, par exemple. Alors souvent, c'était nous qui faisions les images, parce que précisément, comme on avait développé la photo et que c'était un peu notre marque de fabrique de faire un design plutôt clean, plutôt sobre, plutôt à l'os, mais avec des images qui étaient très fortes, plutôt que de faire un graphisme plus expressionniste et avec moins d'images. C'était un peu ça notre approche, un peu notre patte entre guillemets. Okay. Donc je proposais plutôt un peu cette vision globale. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au départ, le magazine c'était un truc qui m'allait très bien en fait de lancer ça, parce que j'avais vraiment l'occasion à la fois d'avoir le plaisir de designer un objet comme
j'avais envie de le trouver, comme j'avais envie d'en avoir un, comme j'avais envie de l'envisager dans tous ses aspects, et dans le même temps, de le positionner, partager ce qui m'intéressait, bref, le fond et la forme. Donc c'est pour ça que ça a été envisagé comme une sorte de hobby, mais qui était un hobby qui me plaisait, dans lequel je me sentais à l'aise, enfin qui me plaît, dans lequel je me sens à l'aise, parce que ça me permettait, c'était vraiment une expression naturelle de la façon dont j'ai toujours envisagé les choses, même quand j'étais entre guillemets payé que pour faire l'un ou l'autre. Cette agence où vous aviez où vous étiez plusieurs salariés, et la structure que tu as aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler des évolutions Alors, il y a une évolution super simple, c'est que je me suis séparé de mon associé. Voilà, il y a un moment où on s'est pas entendu, il y a aussi des histoires qui s'arrêtent. Puis donc j'ai recréé une autre structure. Il y a aussi autre chose qui fait que le milieu de la communication, d'une façon générale et en matière culturelle aussi, a évoluer, ça c'est un truc que j'avais senti, c'est que c'était de plus en plus compliqué. Là on est à peu près en 2015. C'est de plus en plus compliqué d'avoir des salariés en fait. Et donc d'entretenir une structure assez grosse. Et je sentais en fait qu'il fallait... Pour quelle raison tu penses à ce moment-là ? Tout simplement parce que les marchés sont très fluctuants, parce que d'une façon générale depuis des années, l'argent dans le milieu de la culture vient à se raréfier, et évidemment c'est la com qu'on réduit en premier. Aujourd'hui depuis c'est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lieux pour lesquels je bosse encore qui sont obligés de taper dans la programmation. C'est-à-dire que même en admettant que leurs subventions soient égales, ils sont obligés de réduire la part artistique, puisqu'ils ne peuvent pas réduire l'autre part. Et dans la part artistique, donc par exemple, très très pratiquement, il y a des lieux qui programmaient jusqu'à 2-3 ans 35-38 spectacles par an, et qui aujourd'hui programment plus de 28 spectacles. Et ça peut descendre encore. Et donc, bref, c'est un milieu qui a beaucoup moins d'argent, qui est beaucoup plus volatile. Les gens aussi sont dotés en interne, souvent d'une personne capable de faire ce que nous on vendait au départ. Donc souvent, en fait, les lieux viennent trouver ce qu'ils n'ont pas forcément au départ, qui est justement une vision, une idée, un positionnement. Et une fois qu'il est fait, ils essaient de débrouiller tout seul. Donc il y a beaucoup moins à nourrir des gens au quotidien. Moi, quand je travaillais pour tous ces lieux, j'avais toute l'année, je produisais des documents papier, web pour tous ces gens-là. Aujourd'hui, c'est un one shot d'inventer une identité visuelle, de la concevoir pour qu'elle soit reproductible par quelqu'un d'autre, et puis voilà. Après, on a des relations qui fait quand il y a une nouvelle question qui se pose, on fait appel à vous, mais c'est plus le même cycle. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'assurer sur le long terme des salaires, tout simplement. Et donc, du coup, je sentais qu'il fallait switcher sur une structure beaucoup plus légère où on est moins nombreux, mais on va chercher tel ou tel, donc des freelances, mais qui sont pour la plupart les gens avec qui je bossais au départ. Qui étaient salariés chez moi, aujourd'hui je bosse avec eux en tant que free. Et ça permet aussi évidemment beaucoup plus de souplesse, ça permet d'être au plus près du budget. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, et pendant des années tu étais plutôt auprès de structures, de lieux, de théâtres, et là, alors ça m'intéresserait qu'on parle aussi des projets que tu réalises, parce que j'ai l'impression qu'on est plus uniquement sur ces acteurs-là. Voilà, alors pas du tout, on est même c'est même réduit un peu à la marge pour les raisons que je viens d'évoquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé donc ce magazine comme un hobby. Alors un hobby sérieux, parce qu'il y a quand même des annonceurs dedans, donc on se doit de restituer quelque chose. Et puis le truc était au départ fait avec les acteurs que je connaissais, qui étaient souvent des acteurs culturels d'ailleurs. Oui, l'ADN, est-ce qu'on peut aussi parler de la ligne éditoriale peut-être à ce moment-là ? Ça aura un lien avec... Alors, c'est toujours la même qu'aujourd'hui. L'idée, c'est un peu le magazine de quelqu'un qui est un peu dans la création, qui est carrément dedans même, et qui, voyant la création de ce point de vue, dirait à un ami qui n'est pas dedans, tiens, j'ai vu ce truc-là, faut que tu ailles voir ça parce que ça c'est vraiment super pour telle raison. Moi, je suis un créa, je me sens très c'est un mot que j'utilise avec délicatesse parce que pour moi il a du sens, je me sens assez artiste dans l'histoire. Mais
je m'intéresse beaucoup aussi à la création des autres. Je suis très spectateur en fait. Je suis très, je peux admirer facilement. Voilà. Et donc, ça me fait plaisir. Moi, ça m'intéresse de dire, j'ai vu ce truc, j'ai vu ce créateur. Il y a des choses à savoir qu'on voit pas forcément quand on voit juste ses créations. Quand on voyait les coulisses, c'est vraiment passionnant de voir son processus créatif. Et c'est pour ça d'ailleurs que le magazine s'appelait comme ça. Donc, la ligne éditoriale, c'est ça. Et elle se fait. C'est plutôt un truc que je constate. Elle se fait dans n'importe quel domaine parce que on est complètement indépendant, donc c'est une liberté qu'on paye chèrement et du coup on est complètement. Je peux parler vraiment de n'importe quoi, y compris un truc qui est censé avoir rien à voir avec quelque chose qui est censé être culturel. Mais j'observe après coup que on parle archi design un peu. Et puis on parle beaucoup d'art visuel et dans les arts visuels beaucoup de photos, voilà. Et en fait tout simplement c'est mon goût en fait, c'est ce projet, c'est les trucs qui m'intéressent. T'es tout seul pour le faire ou alors tu te fais aider ponctuellement? Je suis pas tout seul, on est structurellement 2,5, c'est-à-dire que je suis donc je suis un peu à l'origine du truc et puis un peu l'impulsion. Il y a une jeune femme qui m'accompagne sur tous les projets éditoriaux que je peux faire qui sont pas que le magazine, il y en a d'autres. Et puis mon épouse bien aimée qui m'accompagne sur plein de trucs et là-dessus en particulier. Elle est dans quel domaine? Alors elle va être plutôt sur un peu des choses qui sont assurer des questions de logistique ou mais c'est aussi un peu une relectrice, c'est un peu l'œil extérieur qui connaissant les choses et qui peut très bien me dire qui va pas et parfois ce qui va qui est un peu elle est un peu dans tous les coups sans être forcément centrale dans chacun des projets. Et donc je sais plus ce que je disais, mais non, le magazine du coup parce donc, que voilà les clients ou les projets aussi qui sont venus. Donc le truc s'est développé et puis ça s'est développé à Reims et puis en région. Très vite on était un peu au taquet de ce qu'on pouvait faire en termes de points de diffusion. Et puis c'est un trimestriel. C'est un trimestriel, voilà. Et puis ça s'est j'ai senti en fait que ça serait intéressant d'essayer de le diffuser à Paris. Et donc, il y a un moment, je me suis attelé au fait que ce soit diffusé à Paris. Il a trouvé un écosystème assez naturel, puisqu'évidemment, il n'y a pas plus culturel comme ville que Paris. Et voilà. Et donc, donc, il est diffusé aujourd'hui. Donc, pour le dire, il est diffusé aujourd'hui gratuitement dans une centaine de lieux de diffusion. Il y a beaucoup de galeries, pas mal de lieux culturels aussi, quelques lieux qui sont ni culturels ni galeries, mais dans lesquels il trouve sa place assez facilement. Et c'est un truc qu'on fait toujours un peu pour le plaisir. Moi, ce qui me passionne, c'est de faire du beau. C'est pas du tout un business, quoi. Alors, j'essaie de pas perdre d'argent. Si j'en gagne, c'est parfait. Mais c'est pas en soi un business. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de jolies choses à l'idée que j'en avais, quoi. Voilà, et de parler de trucs qui m'intéressent. Après, il a un peu un effet vitrine qui fait que on peut avoir il peut donner envie à d'autres personnes de nous consulter ou de nous passer des commandes. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Tu es passé des théâtres ou des scènes nationales à du coup d'autres clients. Est-ce que via aussi cette belle vitrine du magazine, quels sont un peu du coup les différents projets que tu réalises en tant que directeur artistique? En tant que directeur artistique, j'ai toujours quelques projets purement culturels. On a pas mal de partenariats avec des lieux autour de la photo dans le cadre du magazine. On a des partenariats aussi avec des structures qui sont dans le milieu de la photo, pour qui on peut créer du contenu sous des formes diverses. Et puis on a aussi des choses qui sont tout à fait inattendues. Par exemple, on travaille pour le Musée national de la marine.
qui à Chaillot, ils sont tombés dessus, ils ont un peu accroché à l'approche qu'on a pu développer, et puis ils nous ont consultés, et de fil en aiguille, on a refondu leur rapport d'activité, on a refondu, c'est nous qui avons créé le dossier de presse, la forme du dossier de presse pour la réouverture du musée, ce genre de choses, voilà. Et puis on développe beaucoup le fait de faire des livres aussi pour potentiellement d'autres éditeurs. On peut très bien éditer pour le compte de. Voilà. On est aussi éditeur d'autres magazines. Par exemple, on est éditeur du magazine en ligne du Champagne Tétinger. Donc c'est pas un magazine qui est une version papier, mais c'est un magazine, c'est un blog, mais qui est très c'est pas un blog, c'est pas un consumer magazine, si tu veux. C'est pas un truc où on parle de la marque en permanence. C'est plutôt un très bel objet web sur lequel on parle. La marque partage ses valeurs et c'est un truc qui est très agréable à faire, parce qu'elle nous a filé un peu les clés du truc en nous disant voilà, parlez de vous avez compris de notre ADN, parlez-en en substance. Et ça, comment tu fais pour... Enfin, ça, du coup, cette marque-là, c'est une marque qui est venue à toi, par exemple? Oui, alors c'est une marque qui est venue à nous, que je connais, parce qu'on est à Reims, et les marques de champagne sont toutes à Reims. C'est une marque, en fait, que j'étais allé voir, qui m'a permis, en fait, d'affiner, en fait, la façon dont on pouvait financer le magazine. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais allé les voir en leur disant... tout simplement pour leur proposer d'être annonceur dans le magazine, donc entre guillemets de passer des pubs, et puis ils m'avaient reçu hyper agréablement et hyper courtoisement, et en me disant on adore votre petit support, on le trouve super chouette, mais nous on est une marque internationale, on s'en fout d'acheter une pub dans un magazine qui est local. Alors j'étais reparti en me disant oui, évidemment, ça peut se comprendre. Et puis j'avais réfléchi un peu, j'avais réétudié le truc en me disant quand même on peut peut-être creuser un peu la chose. Et en creusant un peu, en cherchant un peu sur la marque, je m'étais rendu compte que je ne savais pas, et donc comme que je suis moi-même le Pékin moyen, j'imaginais que d'autres gens ne le savaient pas non plus, que la marque avait fait des trucs extraordinaires, qu'ils avaient un prix culinaire international que le grand public connaît pas tellement bien, qu'ils avaient un prix amateur culinaire international aussi, que les gens ne connaissent pas tellement bien non plus. C'était pas l'objet que ce soit vraiment connu, sinon ils savent faire de se faire connaître. Mais bref, c'était pas tellement connu, alors que leur prix culinaire, par exemple, le prix culinaire international qui s'appelle le Tétinger, c'est un truc hyper haut de gamme. Et la plupart des grands chefs d'aujourd'hui sont passés par là. C'est une maison hyper élégante, qu'ils ont ils ont fait des collaborations avec des artistes internationaux, ils ont un patrimoine immobilier patrimoine, ils ont des lieux qui sont vraiment magnifiques, ils font des tas de trucs, ils ont énormément d'initiatives, ils accompagnent beaucoup de choses, voilà. Personne ne savait ça, à mon sens. Et donc je suis retourné les voir plusieurs mois plus tard en disant, alors je sais que vous ne voulez pas, et je le comprends tellement, passer une pub dans mon support, dans mon magazine, mais j'ai remarqué que ce que je viens de vous dire, et donc moi ce que je vous propose, c'est de parler de ça, parce que moi ça m'intéresse. Donc là, avec des mots. Comment ? Donc là avec des mots. Avec des mots. Ça m'intéresse. Je pense que ça va intéresser mon public. Alors évidemment tout ça est fait avec la plus grande avec le plus grand soin. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de vendre quelque chose parce que je vais récupérer de l'argent. Et c'est précisément ça le choix un peu hard qu'on fait. C'est-à-dire je ne vais faire vraiment que ce que j'aurais sincèrement pu faire sans qu'il y ait le moindre partenariat à quel endroit que ce soit. Mais vraiment moi, à titre personnel, j'étais curieux d'en savoir plus. Et donc je leur ai proposé de faire de cette façon-là, et ils m'ont dit tout de suite oui. Et c'est un peu ça que j'ai pu reproduire avec d'autres et développer un petit écosystème autour du magazine qui est que autour du magazine papier dont on essaye de faire avec les moyens qu'on arrive à avoir le plus bel objet possible. On a un compte Instagram qui est assez actif, on a un site internet qui est un vrai site magazine, c'est pas une liseuse de la version papier. Chaque article est séparé, enfin il y a beaucoup de valeur ajoutée, il y a beaucoup de contenu qui est du contenu interactif qui est en plus du papier.
Et puis on a une newsletter aussi, qui est un truc que j'aime bien, sur lequel on crée des petits contenus spécifiques. Et tout ce petit truc-là fait une sorte de petit network un peu en miniature, et à travers tout ça, je peux parler des choses qui m'intéressent. Et souvent, il y a des croisements entre ce qui m'intéresse et ce qui peut intéresser des gens qui pourraient participer au financement du magazine. Donc là, vous êtes 2,5 toujours pour aussi faire ces contenus, ou il y a des personnes qui t'aident ponctuellement en fait, on est 2,5 pour encadrer tout ça. Après, on a un roster d'une vingtaine de journalistes, de pigistes qu'on fait intervenir. C'est pas nous qui écrivons nous-mêmes, ou on écrit un peu à la marge. Il y a des fois, moi, j'ai écrit un peu aussi quand je me sens hyper concerné par un sujet, quand ça m'intéresse beaucoup. Il y a aussi un autre truc, c'est que ce magazine, c'est aussi l'occasion pour moi d'aller rencontrer des gens qui m'intéressent, sans autre objectif que de les rencontrer, parce que je trouve ça cool, quoi, simplement, quoi. Et donc, dans ces cas-là, c'est souvent moi qui écris l'article. Mais évidemment, on pourrait pas tout écrire parce que c'est trop important. Et puis surtout, on n'est pas les mieux placés pour le faire. Je fais souvent appel à des spécialistes qui connaissent très bien un milieu, soit qui sont des stylistes, c'est-à-dire qui ont une plume, soit qui ont un profil un peu AFP, c'est-à-dire des journalistes un peu tout terrain qui savent parler des faits et dire ce qu'il y a à dire, et pas simplement apporter une expertise ou pas simplement apporter un style. Voilà, donc on a tout un tas de pigistes qui sont pour beaucoup des journalistes professionnels, mais qui sont aussi des gens qui font d'autres trucs, mais qui ont ce goût-là et qui ont du plaisir à le faire, et qui le font souvent avec bonheur. Je pense pouvoir le dire parce que ils sont bien traités en fait dans nos pages. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de mettre en valeur les contenus. Tout ça est extrêmement soigné. Je le dis. Je suis pas fanfaron en le disant. Enfin, on essaie vraiment d'apporter le plus grand soin pour faire un bel objet, et qui d'ailleurs que les gens souvent gardent en fait. Voilà. Et du coup, c'était pas le cœur de notre entretien, mais tu es aussi photographe. Du coup, comment est-ce que ça s'articule avec tous ces projets Tout ça, en fait, c'est ces trois activités que sont éditeurs, on va résumer ça comme ça, DA et photographe. En fait, c'est des choses que je suis obligé de présenter de façon un peu séparée, mais qui sont très connexes, en fait, qui se nourrissent les unes les autres. Moi, j'ai d'autres activités de photographe, qui sont d'abord artistiques, parce que d'abord, c'est ça mon mood premier, c'est la racine, mais aussi évidemment, je suis souvent le photographe le plus pratique que j'ai sous la main pour faire un reportage ou retenir des images de quelque chose. Et puis il y a des fois aussi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et donc des visites d'atelier par exemple. Et donc je me sers de moi. Enfin, en fait, j'ai un roster aussi de photographes auxquels on peut faire appel, dont je fais partie. Et souvent je réalise des images dont on a besoin pour le magazine, ou alors qui sont du contenu qui vont venir apporter des choses qu'on n'aurait pas pu avoir autrement ou de façon complexe. Par exemple, quand je vais à la rencontre d'un artiste, c'est souvent une discussion comme celle qu'on a maintenant, mais souvent je fais un reportage photo sur son atelier. Moi, en tant qu'observateur, j'adore voir les ateliers d'artistes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien les rencontrer aussi. J'adore voir comment ils procèdent. J'aime bien découvrir leur process. Du coup, j'en fais un reportage qui devient lui-même souvent un article en soi. Et des fois, d'ailleurs, je fais qu'un reportage photo et il y a juste quelques mots. C'est ça ce que je me demandais, c'est est-ce que ça arrive à ce que ce soit juste une image, ou est-ce que aussi tu réponds à des commandes en tant que photographe? Ah oui, complètement. Bah c'est ça en fait, c'est les publics qui peuvent un peu tomber dessus, se disent tiens, et des fois ils peuvent être sensibles à ce que j'ai pu faire, ils disent tiens, on pourrait lui poser la question. Et donc évidemment je réponds à tout ça toujours avec. Et bien sûr ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup faire ça, ouais. En revanche, j'interviens pas en tant que créateur dans le magazine moi-même, parce que ce serait absolument ridicule que je parle de moi. J'aimerais bien être dedans, pourtant. Mais non, je peux pas faire ça. Je pense que ça serait décrédibilisant pour tout le monde. C'est un peu aussi le souci, ou en tout cas, l'exercice quand on fait plusieurs activités, c'est de se présenter
aux personnes, ou en tout cas ou sur le papier avec la bonne approche, et essayer d'être clair et de pas tout enfin en tout cas de pas mélanger plusieurs choses, alors qu'en fait on est multiples et qu'on fait plusieurs choses et que les choses se nourrissent. Mais en termes d'image, effectivement, ça peut être confusant si on effectivement, si on voit que la personne est l'éditeur et la personne sur laquelle on écrit. C'est compliqué parce que précisément, en fait, à la fois, c'est quelque chose qui est confusant, comme tu dis, et en même temps, et je crois que c'est vraiment le cas pour moi, c'est en même temps un peu la source du truc. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, moi je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'études, pas appris à utiliser des outils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais le sentiment d'avoir la vision à tel ou tel moment. Je me dis on proposait tel truc, on pourrait faire ci, il faudrait impliquer tel truc, ou il faudrait penser de telle façon. Et en fait, précisément, le fait d'avoir une vision qui est un peu globale, c'est précisément ce qui a structuré le fait que j'ai fait plusieurs choses. Au départ, j'étais DA, puis pour être DA, je voyais bien les images, je voyais absolument pas où trouver ça, et je me suis dit je vais les fabriquer. Puis une fois que t'es DA, que t'as fabriqué des images, tu te dis ça serait quand même con que ce truc-là soit pas diffusé. Donc on peut essayer de produire un document dans lequel on va le montrer, puis ce document, ça serait quand même intéressant que les gens le voient. Donc là, tu deviens éditeur parce que tu réfléchis à la façon dont les gens vont le voir. En fait, c'est une suite logique en fait qui est complètement, c'est bien pourtant la même personne qui a fait ça. Je suis pas du tout un commercial quoi. Pour moi les commerciaux c'est des gens qui te calculent en 10 secondes et qui essayent d'évaluer une sorte de rapport de force, qui vont te dire je vais pouvoir lui vendre tel truc. Je sais pas faire ça. En revanche, comme j'ai un cerveau et deux bras, je peux essayer de convaincre les gens que cette idée-là va être assez cool et que ça serait super qu'on le fasse quoi. Voilà, le côté polyvalent, même s'il est un peu source de confusion, et pourtant il est quand même l'origine du truc. Enfin, moi avec le podcast, j'ai aussi un petit peu cette envie aussi de créer cet écosystème que tu as pu toi créer avec ton magazine et ta maison d'édition. C'est le fait d'avoir effectivement un média, ou en tout cas quelque chose où les gens peuvent le lire et à comprendre aussi la personne, qu'est-ce qui lui plaît, ses goûts, son identité, et puis après avoir d'autres activités, d'autres projets autour, peut-être plus rémunérateurs. En termes de coûts, je sais pas à quel point tu es d'accord pour en parler, mais combien ça coûte de faire un magazine comme le tien, en volume, ou en proportion, comme. Alors ça coûte cher. Ça coûte cher parce que on fait le choix un peu risqué d'essayer de faire un objet qui a des finitions qui coûtent beaucoup plus cher que des finitions classiques. Le fait qu'il y ait alors je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est peut-être pas l'objet ici, mais qu'il y ait un dos carré cousu, qu'il y ait un vernis sur la couverture, que ce soit un beau papier, que voilà, tout ça coûte cher. Plus je sais pas dans quelle mesure, c'est entre 10 et 15 000 euros minimum le numéro. Donc ça veut dire qu'il faut trouver ça comme financement. Et si je veux gagner de l'argent, là-dedans, je n'inclus pas ma rémunération, évidemment. Donc, si on veut gagner de l'argent, ça veut dire qu'il faut réunir un budget qui est supérieur à celui-ci. Là, c'est la somme dont j'ai besoin pour qu'il existe. Voilà, indépendamment d'une rémunération. Les auteurs, l'impression. En revanche, tout le monde à part moi est payé. C'est-à-dire l'impression évidemment. Les auteurs sont payés selon des tarifs qui sont des tarifs presse. J'ai une graphiste qui m'assiste dans la conception. Et puis tous les intervenants, Ambre qui fait la jeune femme dont je te parlais, qui fait la coordination éditoriale. Voilà, tout ça c'est un petit coup. Et donc on arrive là. Et donc là on a fait en tout 36 numéros. Pas tous étaient c'était pas le même niveau de finition, c'est que les 10-15 premiers c'était un peu embryonnaire, puis après ça a pris une deuxième étape où ça s'est un peu affiné, et puis la version qu'on connaît aujourd'hui qui est la plus aboutie pour l'instant, ça fait 10-15 numéros qu'on est sur ce format-là, et c'est cette version-là qui coûte ce prix-là. Avant ça coûtait moins cher parce qu'on essayait de monter en gamme à chaque fois, parce qu'à chaque fois tu te dis tiens on pourrait faire ça. Ce truc-là du magazine n'est pas en soi à l'origine un truc qui est difficilement en fait rémunérateur. Après j'affine un peu le truc et j'essaye de faire en sorte que ça le soit, parce qu'évidemment ça fait hurler ma comptable quand elle me dit mais c'est quand même pas possible que tu passes la moitié de ton temps à faire un truc qui ne rapporte rien. Et évidemment, basiquement, elle a plus que raison.
Donc j'essaie de faire en sorte de pousser un peu le truc, ce qui est pas évident, parce qu'évidemment les gens aiment bien être dedans, mais veulent pas forcément participer au truc, ou simplement ne peuvent pas le faire, pour la plupart d'entre eux. Et effectivement, c'est ça dont je parle, je pense, c'est l'écosystème en fait qui me nourrit. C'est pas le magazine lui-même. Donc autour de cet écosystème qui est composé du magazine, et autour de ça, il y a Insta, il y a la newsletter, il y a le site internet. Ça fait des petites sources de potentielle rémunération. Et à côté de ça, il y a la DA. Et à côté de ça, il y a la photo. Je suis un ultra slasher en fait, c'est-à-dire que il y a les slashers qui font qui divisent leur temps en trois tiers temps. Moi, j'ai l'impression de faire 3 temps pleins, ou en tout cas d'être dans de le faire de façon le plus pro possible pour chacun des catégories. Et c'est cet ensemble qui fait que on arrive à faire les choses. Il faut avoir l'habitude d'être un peu souple et de passer de l'un à l'autre. En même temps, comme les choses sont très connectées, c'est pas le sentiment que ça me donne. C'est plutôt comme si je travaillais sur les différentes facettes de la même chose. À travers les projets dont tu nous as parlé, tu nous as aussi parlé un peu des évolutions dans le milieu de la photographie et en tout cas de l'édition via ton parcours. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des choses avec vraiment toi, ton point de vue, des évolutions que tu as pu voir dans l'édition ou dans la DA ces dernières années, et des observations que tu peux avoir dans les prochaines? Il y a plusieurs trucs. Vraiment dans la matière culturelle, donc là je parle de l'aspect travail de DA pour la communication de lieux culturels. C'est très marrant d'observer comme il y a des cycles. Et donc il y a des cycles de mode, donc il y a des styles d'identité qui vont par cycle. Bon, c'est un peu vrai dans tous les domaines. Et donc on est plus ou moins, quand on fait les choses sincèrement, au bon endroit au bon moment, ça dépend des phases. Pour ce qui nous intéresse plus ici, et qui est ce que je fais de plus en plus en fait, pour l'édition au sens où on l'entend habituellement, c'est vraiment les livres. Moi, j'ai l'impression que le public est de plus en plus averti. J'ai l'impression que, notamment en livre photo, le niveau monte. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un milieu dans lequel il y a de plus en plus de livres. Il y a énormément de photographes qui ont envie de publier parce que c'est un peu le truc qui reste. Il y a toute une question sur l'économie du livre qu'on va peut-être pas aborder ici, mais qui est très intrigante, parce que voilà un milieu dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Il y a finalement pas mal d'acheteurs. J'ai l'impression que j'entendais dans tes podcasts, je crois que c'est David Fourré de la Main-d'Onne qui disait que il y a beaucoup d'éditeurs, mais il disait qu'en termes d'acheteurs, qu'effectivement, il disait qu'en fait, il y avait beaucoup de photographes ou d'éditeurs qui achetaient les livres photos, mais qu'en fait, c'était quand même souvent un peu le même. Que les producteurs étaient aussi souvent les acheteurs dans le milieu de la photographie, et que c'était aussi un petit peu pas par ignorance, mais qu'en tout cas par méconnaissance de cet objet de livre photo qui est peut-être pas si facile à appréhender pour oui, tout le monde. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'acheteurs alors, je dis pas ça avec des chiffres, à mon avis, je pense qu'il est beaucoup plus précis que moi sur les chiffres, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même une appétence pour le livre photo. Et que les gens qui sont amateurs sont de plus en plus calés. Et donc, pour revenir à ces questions de DA, les gens attendent d'avoir un livre qui est vraiment devenu un objet, qui est plus simplement une succession de pages, parce que ce qui compte, c'est les images. Il n'y a plus que les images qui comptent. J'ai l'impression que la forme du livre, la façon dont c'est devenu en soi un geste créatif, c'est un truc qui compte de plus en plus, et que les gens ont vraiment affiné, et qu'à se balader sur les foires qu'il peut y avoir de livres, il y a un niveau créatif qui est important, et on sent bien que c'est extrêmement actif. Enfin, le problème de l'économie du livre, c'est qu'en fait tout le monde a envie de faire des livres, mais personne ne gagne d'argent, si je résume le truc. Et en fait, la raison en est, j'ai l'impression qu'il y a une perception en fait du prix du livre qui est toujours inférieur à ce qu'il coûte en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le prix du livre mentalement est une projection qui s'est bâtie autour du livre de texte. Un livre de texte, un roman, ça va coûter quoi? Ça va coûter 20-25 euros peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Quand mentalement tu imagines ce que c'est qu'un livre photo, eh ben en fait, le livre que tu imagines valoir ce prix-là, ou même 30-35 euros, à fabriquer, et pour rentrer dans les frais, il va pas coûter ça, il va coûter 4 fois plus. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés de vente, parce qu'en fait, le coût du livre, j'ai l'impression, est
très supérieur à l'idée qu'on se fait de sa valeur. C'est de la pédagogie, du coup. Du coup, comment on fait? Parce que tout le monde a quand même envie d'en faire. Et les photographes, et les éditeurs. Tout simplement parce que c'est un beau truc. Voilà. Et c'est plutôt rassurant, en fait. Parce que c'est un truc qui va rester, parce que c'est un truc qui est, le livre, c'est génial, quoi. L'expo, c'est le partage, et le livre, c'est l'intimité, quoi. L'expo, c'est on va à la rencontre de ces spectateurs, et le livre, c'est je te suis sur ce que j'ai à te raconter au creux de l'oreille. C'est un rapport avec entre l'auteur et celui à qui c'est destiné, qui est le plus intime, qui est le plus infime. C'est pour ça que c'est pas étonnant, et je me réjouis du fait que les gens ont envie de faire des livres. Enfin, évidemment, moi je suis un hyper amateur, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais je sais pas s'il y a autre chose auquel les évolutions, je pense qu'il y a une vraie appétence pour ça, et voilà, ça c'est ce que j'ai observé. Et en tant que directeur artistique, ce qui était aussi assez intéressant, c'était ce que tu nous as dit sur le fait qu'il y a quelques années, on pouvait faire appel à une agence pour faire du contenu de A à Z, et que là du coup tu as l'impression que le brief est différent, qu'on est plutôt sur une création d'identité visuelle et qui va être déployée par des équipes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions un petit peu dans dans ta façon aussi de travailler sur des projets en direction artistique? Ça, ce que tu évoques, c'était vraiment pour les acteurs culturels institutionnels, c'est-à-dire les lieux de spectacle vivants, les musées, ce genre de choses. Après, je suis pas sûr que ce soit la même chose vraiment dans le milieu de l'édition, ou là on va avoir une vision plus globale. Je pense que globalement tout ça est un milieu qui est quand même plutôt fragile, et que les gens essayent de se débrouiller un peu comme ils peuvent, quoi. Donc ils vont aller chercher des spécialistes ou des prestataires qui vont être à l'endroit où eux pensent ne pas pouvoir ou ne pas savoir le faire. Donc les choses sont un peu segmentées. J'ai du mal à évaluer si le fait de précisément avoir une vision un peu globale et de dire ces différents aspects, et nous on peut prendre en charge l'ensemble parce que on a le sentiment de pouvoir vous proposer vraiment une vision globale et la capacité à jouer les curseurs. Pour moi la DA c'est ça, c'est-à-dire de dire vous me racontez votre projet, voilà le goût que ça me laisse, je pense qu'on peut atteindre tel objectif, et mon boulot va consister à bouger les différents curseurs de façon à atteindre cet objectif-là, parce que c'est ça que je vais savoir faire. C'est faire appel à telle personne parce que lui il a ce trait-là en tant qu'illustrateur par exemple. Je vais faire appel à tel auteur parce que lui avec il a une plume qui va être parfaite par rapport à tel genre de texte. Et on va coordonner tout ça, on va doser de telle façon. Cette vision globale-là, j'ai l'impression qu'elle peut être intéressante, mais je sais pas si les gens ont forcément les moyens de faire appel comme ça. Ma dernière question, c'est une question en deux parties. C'est est-ce que tu aurais des conseils pour un premier public, des personnes qui souhaiteraient créer un peu un écosystème comme le tien, avec du coup un magazine et peut-être après des projets en direction artistique? Première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes ou des personnes qui souhaiteraient prendre contact avec un directeur artistique comme toi ou un éditeur? Oui, faut insister. Insister, mais je pense d'une façon oui, exactement. élégante. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je suis pas non plus le directeur de Vogue, hein, donc j'ai pas 15 000 mails tous les matins, mais il y a souvent des propositions. Souvent, on est happé par une sorte de quotidien parce que comme on est nous-mêmes pas beaucoup pour faire beaucoup de choses, on a plein de trucs à faire, et du coup, c'est vrai que ça peut paraître dingue, mais j'ai remarqué que les gens qui insistaient, qui me renvoyaient des choses, finalement, je finissais par voilà. Et donc c'est bizarre parce que je trouve que c'est. Mais le fait est que c'est ça, insister. Je pense aussi qu'il y a un truc qui est important, c'est à la fois c'est élémentaire, en même temps c'est peut-être bien de le dire. Il faut être un peu malin, je pense, dans la façon d'envisager à qui on s'adresse. C'est-à-dire que il faut essayer de sentir dans quelle mesure ça va intéresser la personne à qui on s'adresse, dans quelle mesure ça pourrait lui paraître pertinent de parler de vous, dans quelle mesure ça pourrait compléter. Donc du coup,
je pense que le fait de bien se renseigner sur qui on a affaire et de choisir du coup à qui on envoie les choses peut sûrement être très très utile. Il y a des gens moi qui m'ont envoyé des trucs. En plus, moi, je suis hyper open aux trucs qu'on rien à voir avec quelque chose qui est soit quelqu'un de connu. C'est un peu les libertés que j'ai. Je peux très bien publier le portfolio de quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, parce que j'ai complètement cette liberté-là et j'ai vraiment zéro contrainte. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment possible, quoi. Mais en revanche, c'est un peu la contrepartie par rapport à celui qui veut me proposer quelque chose, c'est que je fais tout au super feeling, quoi. Donc il faut vraiment que je sente le truc, que je sens. Et puis il y a aussi un truc dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que une fois encore, c'est un truc global. Donc concevoir le magazine, par exemple, c'est pas faire une compile de trucs que t'aimes en one shot, mais c'est je vais mettre un peu de ça et puis je vais parler un peu de ça, que ça serait intéressant d'avoir ce complément ou d'avoir au contraire un vis-à-vis avec autre chose. Donc il y a des choses qu'on me propose que je trouve super intéressantes mais que je peux pas publier parce que ça tombe pas bien par rapport à ce qui est déjà construit. Et souvent j'essaie d'en parler sur Instagram par exemple. Et puis il y a des fois ça tombe pile poil. Puis il y a aussi des gens, par exemple, là, je pense notamment à une personne que j'ai reçue en portfolio. Alors, je fais souvent de lecture de portfolio, ce genre de choses, qui est venu comme ça. Je suis sûr qu'il s'est pas douté du tout que ça m'intéressait, mais lui, je suis sûr que je vais le publier dans le prochain. Voilà. Et je pense qu'il va tomber de sa chaise quand je vais lui dire, j'ai adoré votre boulot et je lui ai dit que j'aimais beaucoup son travail, mais j'ai vraiment en tête, par exemple, ça m'est resté. Et donc c'est venu comme ça en fait, voilà. Donc sans doute faut insister, mais il faut surtout aussi envisager un peu en amont la façon dont ça peut matcher avec la vision avec ce que vous projetez de ce qui va intéresser la personne à qui vous adressez. Et pour des personnes qui souhaitent monter un magazine oui, il faut être âpre, patient et pugnace. Il faut là aussi savoir appréhender un écosystème dans sa globalité. C'est toujours pareil, il s'agit pas d'avoir une bonne idée en fait, il s'agit de l'insérer dans un contexte. Et donc avoir une bonne idée, avoir une saillie, ça c'est on en a tous, mais après il faut en avoir un peu régulièrement et puis il faut l'intégrer dans un contexte. Il faut trouver une place qui serait la vôtre. Donc ça veut dire que là aussi c'est une question de contexte. Il faut sentir si qu'est-ce que vous allez apporter en fait. Qu'est-ce que vous allez raconter. Est-ce que ça va être intéressant dans la façon dont vous allez le dire? Est-ce que c'est intéressant dans le type de sujet que vous allez aborder? Est-ce que c'est intéressant dans le ton que vous allez déployer? Et puis après les choses s'empilent. Au départ moi j'avais quand j'ai créé le magazine, c'était un truc qui était fait un peu dans l'esprit du retour au vinyle, c'est-à-dire que il y avait pas l'idée du tout je voulais pas faire d'internet. Je voulais faire, au départ le magazine n'était que papier. Et puis après j'ai quand même créé un compte Insta pour partager un peu quelques trucs, mais c'était vraiment l'idée de partager quelque chose. C'était pas dans une stratégie marketing de me faire connaître, mais c'était il y a quelques temps. Donc les choses ont évolué depuis. Peut-être que je ferai pas la même chose aujourd'hui. Puis après on a fait un site parce que ce serait quand même dommage de pas avoir ces contenus là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment, on arrive à un système où les choses peuvent se répondre. Et c'est ce qu'on essaye de faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc et puis à côté. On essaie de faire en sorte que l'ensemble vive. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui peut intéresser les gens qui souhaitent être partenaires. C'est-à-dire qu'on va parler des choses d'un côté, on va le déployer autrement. Voilà. Mais toujours, pour ce qui me concerne, avec le plus grand soin dans la façon dont ça va d'abord intéresser, à mon sens, notre petite audience, et puis ensuite voilà, si ça peut être utile à quelqu'un, c'est super, mais c'est pas le truc premier, et c'est précisément pour ça que les gens viennent nous trouver, parce que on a d'abord pensé à l'audience, je pense. Oui, non, mais c'est vrai que comme conseil de je pense chercher son identité, ou en tout cas quelque chose qu'on fait pour soi avant de le faire pour les autres, je pense que c'est essentiel, parce que quand on lance un média ou du coup un magazine, malheureusement ou heureusement, mais l'aspect économique, je pense, ne peut pas être l'unique porteur, quoi.
Ça peut pas être l'unique porteur, non, mais ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est les médias, les magazines. Bon, c'est pas un truc qui est forcément effectivement complètement rémunérateur. C'est, pour ma part, c'est l'entièreté du truc qui fait que on peut en faire un modèle économique qui existe. Merci Benoît, merci pour ce moment, pour tous ces conseils, pour cet échange très intéressant. Merci à toi et merci pour ce moment également. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la Photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!